Chers amis résistants, bonjour. Aujourd'hui, lundi 8 juin de l'année 2020. Je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne que nous essayons de tenir hebdomadairement. Voyons ce qu'est le monde actuel. Deux caractéristiques viennent tout de suite à l'esprit. La question de la violence et la question du racisme. Le monde dans lequel nous vivons est un monde violent, c'est une grande banalité de le dire. L'est-il plus qu'il ne l'était avant? Pas du tout. L'homme, malheureusement, est un animal violent. Violent à l'égard de ses semblables. Dans l'histoire, le plus grand tueur d'hommes, c'est pas le tigre, même pas le tigre à dents de sabre, c'est l'homme. Depuis que l'homme est l'homme, le premier tueur d'hommes, c'est l'homme. Donc la violence, elle est là. Et la violence, maintenant, elle est mondialisée, c'est-à-dire qu'un événement qui se passe sur d'autres continents, aux antipodes, à des milliers de kilomètres d'ici, ces événements deviennent des événements qui touchent, qui bouleversent, qui affectent l'ensemble de la planète, comme les virus d'ailleurs, les idées, les faits sociaux, les inquiétudes, les maladies sont planétaires. Et pourtant, les peuples conservent des spécificités. Alors, j'en arrive à ce qui se passe actuellement, et notamment qui est parti, encore une fois, des États-Unis. Les États-Unis qui sont devenus, à la suite de la Première Guerre mondiale, où l'Europe s'est fait harakiri en se gaspillant dans des guerres fratricides, meurtrières, l'Amérique est devenue la première puissance mondiale, et celle qui donnait le ton dans tous les domaines, dans le domaine des idées, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, les films, les musiques, viennent des États-Unis, et ce, depuis le milieu du XXe siècle. Et pourtant, les États-Unis ne sont pas l'Europe, et notamment en ce qui a trait à la question de la place des Blancs et des Noirs. Pourquoi? Eh bien parce que, aux USA, l'esclavage a duré jusqu'en décembre 1865. L'Amérique du Sud a connu l'esclavage jusque dans les années 1880 pour le Brésil, c'est-à-dire à 4 générations. À 4 générations, les Blancs avaient pour esclaves des Noirs. En Europe, l'esclavage a été aboli il y a près de 2000 ans. Les Européens ont pratiqué, pour certains d'entre eux, ont fait commerce de la traite négrière pour alimenter les plantations d'Amérique, notamment, mais sur le sol européen, on ne connaissait plus l'esclavage. Et ça marque tout de même une civilisation. Et il est normal qu'en Amérique, les débats soient plus âpres, plus durs, plus cruels, le fossé plus important qu'il ne l'était en Europe. D'autre part, autre différence, la société américaine est une société violente, où beaucoup de gens sont porteurs d'armes, ce qui fait que la police elle-même est violente, encore plus violente que notre police européenne. Quand la police européenne interpelle ce qu'on appelle pudiquement des jeunes, pudiquement, on sait ce que ça veut dire, quand ils interpellent des jeunes, ils ont quand même peu de risque de tomber sur un homme armé. Aux États-Unis, les gens portent des armes. Et cela crée une violence dans la société américaine que nous ne subissions pas ici et que je ne souhaite surtout pas voir s'implanter sur le sol européen. Voilà. Donc cette violence, elle est là. Elle existe sur la planète. Et cette violence, elle est de part et d'autre. En Europe, on n'est pas exempt, ni de violence, ni de racisme. La violence, on l'a vu se déchaîner lors des événements sociaux, il y a 1 an, 2 ans, loi sur le travail, puis les lois sur les retraites, puis les gilets jaunes. Bon, on a vu violence des manifestants, on a vu violence de la police, dont des gens de couleur ont pu être victimes en France, mais des gens qui ne sont pas en plus gens de couleur. Je pense notamment à l'affaire de Geneviève Leguet à Nice,
où une femme de 75 ans a été molestée dans des conditions très contestables par la police française qui utilise contre les manifestants des armes redoutables qu'on appelle les LBD, dont beaucoup de défenseurs des droits de l'homme ont pu dire qu'il fallait les retirer de la circulation parce que ces armes peuvent mutiler. Et de fait, dans le cadre d'une protestation sociale qui aurait dû rester une protestation sociale dans une société démocratique, c'est-à-dire où on peut manifester dans la rue, on a vu des gens éborgnés, mutilés, des mains arrachées, et des violences policières indéniablement à certains moments. Ce qui ne veut bien sûr pas dire qu'il n'y avait pas d'autres violences. Et quand on dit violence policière, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que notre police est un ramassis d'énergumènes, de fachos irresponsables et tous racistes et tous détestables. Non. La police a des rôles multiples. La police a un rôle judiciaire. Elle fait des enquêtes, elle protège les gens, elle essaie d'élucider les meurtres, les viols, les cambriolages, etc. Et joue un rôle précieux dans une société démocratique. La société démocratique a besoin d'une police, malheureusement, j'allais dire, on a besoin. Besoin de maintenir l'ordre, sans doute. Mais les conduites des opérations de maintien de l'ordre depuis quelques années ont été faites de manière tout à fait contestable. On a vu parfois des manifestants encerclés, acculés, gazés, de manière qui semblait tout à fait contestable, y compris des manifestants parfaitement pacifiques. Donc il y a des problèmes, mais ce sont des problèmes qui sont de commandement. Là, je m'interroge. Le préfet de police de Paris ne s'appelle plus Maurice Grimaud, qui était un homme qui avait dit « Quand un policier frappe un homme à terre, c'est l'institution policière qu'il frappe. » Et le préfet police, Maurice Grimaud, qui était préfet de police notamment pendant les événements de mai 68, était un héritier spirituel de Jean Moulin, c'est-à-dire un démocrate, c'est-à-dire quelqu'un qui était humaniste et qui ne considérait pas qu'il était là pour défendre la droite, ou autre chose d'ailleurs, peu importe. Je dis la droite parce que certains défendent la droite. Bon, ce qui est au fond leur droit, mais dans le cadre de leur fonction, autant ils ont parfaitement la liberté de conscience. Un préfet peut parfaitement être à droite, même très à droite, ou être à gauche. Mais dans le cadre de ses fonctions, je dis bien dans le cadre de ses fonctions, il doit prendre de la hauteur et ne pas être un militant. Donc, si vous voulez, c'est ça la différence, c'est que un décideur dans un État républicain a des opinions. Le fait de faire croire qu'un haut fonctionnaire vient de Sirius et n'a pas d'opinion philosophique, morale, syndicale, politique, religieuse, est une tartufferie. Tout le monde a des opinions. Tout le monde pense d'un côté ou de l'autre, croit ou ne croit pas au ciel. Tout le monde, sans exception. Mais les pleutres, les lâches, se gardent bien de le dire, par pur carriérisme. Non, ce qui est choquant, c'est quand un homme de responsabilité, qui a des responsabilités dans l'État, fait passer ses opinions philosophiques, religieuses, morales, politiques, dans le cadre de ses attributions professionnelles. Et cela, on peut le reprocher à un préfet. On peut le reprocher à tout décideur. Pas d'avoir des convictions, mais de les oublier lorsqu'il rentre dans son bureau et lorsqu'il fait fonction de préfet de la République. Ou d'autre chose. Quand on est au service de l'État, on est au service de tous. Des hommes de gauche, des hommes de droite, des croyants, des non-croyants, des athées, de toutes les religions. Ah, ça me rappelle ce président de la République dont j'espère vous avez tous oublié le nom, qui sévissait de 2007 à 2012 et qui avait un jour nommé un préfet musulman. Mais quelle aberration! Il avait nommé un préfet musulman. Combien a-t-il nommé de préfets protestants, catholiques, israélites, athées? Est-ce qu'il y aurait des quotas de préfets musulmans? C'est injurieux. Un préfet n'a pas à être musulman. Un préfet peut en effet parfaitement adopter la religion musulmane, comme n'importe quel autre d'ailleurs, ou ne pas en adopter du tout. Ce n'est pas un événement. Et un préfet n'est jamais là en tant que préfet.
musulman, il est là en tant que préfet de la République. Et cela, voyez-vous, ça nous renvoie à la notion de racisme. Ce qui est particulier dans l'esprit français, que l'on doit notamment à des gens remarquables comme Condorcet, c'est que nous traitons les êtres humains d'une manière universaliste. C'est-à-dire qu'on refuse de donner des droits ou une dignité aux gens en fonction de leurs origines ethniques ou autres. Ça ne nous concerne pas. Les gens sont parfaitement égaux en droit chez nous, du moins c'est l'esprit qui est le nôtre, et toute manifestation de racisme est une aberration, est une insulte faite à l'intelligence humaine, dans un sens comme dans l'autre, parce que malheureusement, le racisme est aussi dans toutes les directions et dans tous les sens. Donc, ce que nous affirmons, nous, notamment biocentristes, c'est que tout être vivant est respectable et doit être respecté dans sa dignité, et que l'on ne doit pas créer des discriminations sur des notions d'ethnie, de couleur de peau, d'origine, d'obédience religieuse, philosophique, morale, politique, que tout être est égal. Je vais vous prendre un exemple très concret. Il y a des gens qui mettent en avant justement les critères raciaux ou les critères sexistes. Alors je vais vous donner des noms. Imaginons un instant que Madame Rachida Dati, qui est une femme, moi je crois savoir, et qui est d'origine maghrébine, se trouve candidate à une élection quelconque, face à un homme, parfaitement blanc. Il est probable que personnellement, j'opterais pour l'homme parfaitement blanc et parfaitement homme. Inversement, si Madame Christiane Taubira, qui est également une femme à ce que je sache, et qui est noire, se trouve en opposition face à monsieur, je vais vous dire Xavier Bertrand, je ne sais pas pourquoi, mais vous savez, l'homme qui dirige les Hauts-de-France avec les chasseurs, soit candidat, M. Bertrand, qui est un homme et qui est parfaitement blanc, je voterai sans aucune hésitation pour Mme Taubira. Non pas parce qu'elle est noire et parce qu'elle est femme, ce serait faire insulte que de le faire sur ces critères qui n'ont rien à voir avec la politique. Non, tout être humain, quel qu'il soit, doit être considéré pour ce qu'il représente, pour ses idées, et non pour son sexe, qui n'a aucun intérêt en politique, ou pour la couleur de sa peau, qui n'a aucun intérêt en politique. Un homme ou une femme politique ne va pas devenir intéressant parce qu'il est blanc, parce qu'il est noir, ou parce qu'il est de telle ou telle origine. Ça ne compte pas pour nous. Et le jour où ça ne comptera plus dans le monde, ce monde ira beaucoup mieux. J'entendais tout récemment qu'en Iran, vous savez, un homme a coupé la tête de sa fille adolescente parce qu'elle était amoureuse d'un sunnite, alors que sa famille était chiite. Quelle honte, quelle histoire. Au Pakistan, une femme a dû fuir un village et être expulsée, extradée, parce qu'elle était menacée de mort. Elle avait osé boire de l'eau d'une source réservée à des musulmans alors qu'elle ne l'était pas. Quel monde dans lequel on tue des gens, on massacre des gens parce qu'ils sont ceci ou parce qu'ils sont cela. Mais ne va-t-on pas évoluer? Ne va-t-on pas comprendre que tout être vivant, et j'étends cela aussi au spécisme, que tout être vivant, qui est doté d'une sensibilité, est un être respectable, quelles que soient ses origines, quelle que soit la couleur de sa peau, quelles que soient même ses convictions à un moment donné de sa vie, étant donné que si on ne peut pas changer de couleur de peau dans sa vie, on peut parfois changer d'idée, et qu'il y a des gens qui changent d'idée, et que c'est souvent absurde de juger un homme à 50 ans ou à 60 ans pour ce qu'il a fait quand il en avait 20, parce qu'à 50 ou à 60 ans, c'est plus le même homme que l'on juge. Ça, c'est l'histoire. Bon, donc si vous voulez, moi je crois que par-delà ces questions, il faut reconnaître à tout être sensible sa dignité. Et ne pas chercher à créer des hiérarchies entre les uns et les autres, à se dire, tiens,
Un tel est plus intelligent qu'un tel, un tel court plus vite qu'un tel, saute plus haut. Absurde, mais absurde. Tout être vivant, parce qu'il a la capacité d'éprouver le principe du plaisir des plaisirs, de souffrir, de ne pas souffrir, d'être heureux, d'être malheureux. Tout être vivant mérite notre respect. Et il faut cesser la violence. La violence, c'est la maladie de l'homme. C'est une maladie dont il devrait se guérir, comme toutes les autres maladies d'ailleurs. Tiens, à propos, ça recommence. Les voyous sont dans les rues et font des rodéos. Il y a beaucoup de violence en ce moment en France. Et puis, des voyous avec attaché-caisse et cravate prennent l'avion pour aller de Lyon à Paris ou de Nantes à Paris, alors qu'il existe des trains. Et ces voyous-là, eh bien les autres, parce qu'ils empoisonnent la vie des autres par les pollutions qu'ils génèrent. Alors, mes amis, si vous voulez vous rendre aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, au Canada, prenez l'avion, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais si vous devez vous rendre de Bordeaux à Paris, ne soyez pas des voyous. Et cessez de prendre l'avion, et si on avait un gouvernement responsable, il interdirait les vols intérieurs qui sont source de nuisances sonores pour les riverains, source de pollution, source d'emprise au sol. C'est absolument absurde de faire voler des avions pour aller d'une ville à l'autre dans notre pays où on a une desserte ferroviaire suffisante. Vous voyez que la violence, elle a plusieurs aspects. Allez, on se donne rendez-vous, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Avec mes souhaits que tout se passe bien pour vous. Protégez-vous encore.